Bonjour à tous, à nouveau. On est, ravis avec Anthony d'avoir, ce forum pour vous parler, d'IA appliquée, au e-commerce. Merci particulièrement à toi Anthony, hein, de t'être rendu disponible pour échanger, sur ces 5 leviers, qu'on va vous détailler, sans trop tarder. Mais avant tout, pour que vous nous situiez un peu, je me présente, donc Magali Courcol, je suis, directrice marketing chez Caméléon. Donc ça fait 5 ans que je travaille pour, ce SaaS, que je vous présenterai, tout de suite après. Anthony, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi? En deux mots, je suis responsable de la plateforme e-commerce chez Verbaudet. Moi, ça fait un peu plus longtemps que toi, ça fait 7 ans que je suis, il y a plus de 7 ans que je suis chez Verbaudet. Ah, voilà. Très bien. Et ben, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Caméléon encore, qu'est-ce que c'est Caméléon? C'est une solution, un SaaS, d'expérimentation qui va aider les équipes à la fois marketing et produits à offrir des meilleurs produits, des meilleures expériences à leurs visiteurs. Alors, on travaille avec des belles marques françaises comme Fnac, Cultura, Mage, Printemps et Verbaudet. On existe voilà, depuis plus de 12 ans aujourd'hui, présent dans plus de 7 pays à travers le monde. Notre solution offre en fait des fonctionnalités d'A/B testing à la fois côté web et côté back. Donc, vous permet de faire de l'A/B testing et de l'expérimentation produit. C'est un peu ça qui fait notre spécificité chez Caméléon, c'est de proposer une seule plateforme pour à la fois tester en front et en back. Voilà. Alors aujourd'hui, dans les 40 minutes qu'on a pour vous évoquer ces sujets, on va bien sûr commencer un peu à poser le décor avec Anthony pour que vous puissiez un peu aussi vous benchmarker, comprendre quels sont les grands projets, dans quelle dynamique s'inscrit l'expérimentation dans le e-commerce de Verbaudet. On viendra aussi voir comment s'organise cet écosystème autour de l'expérimentation avec l'organisation à la stack. Et enfin, on prendra la majeure partie du temps pour évoquer 5 leviers IA qui vont venir transformer l'expérience e-commerce via Caméléon. Avant toute chose, je vous propose, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre dans l'audience vos profils respectifs, je vais vous inviter à répondre à 2 questions. La première va bientôt s'afficher. Quel est votre degré de familiarité avec l'expérimentation web ou produit, hein, mais web avant tout? Est-ce que vous avez une bonne maîtrise? Est-ce que vous lancez de temps en temps des A/B tests, ou bien est-ce que vous êtes absolument débutant, ou vous avez envie d'apprendre? Ça va nous permettre un peu d'adapter le niveau de notre discours. OK. C'est assez varié. Ouais, ça bouge beaucoup. On n'a pas que des débutants, on a quand même un bon tiers de l'audience qui a une bonne maîtrise et certains qui lancent des A/B tests de temps en temps, ce qui est très bien. OK, je dirais qu'il est clair que la majeure partie de l'audience, parmi vous en tout cas, vous avez déjà un bon contact avec l'A/B testing et l'expérimentation, ce qui est super. Très bien. Et alors la deuxième question, c'est par rapport à l'IA. À quel point l'IA fait partie de votre quotidien professionnel aujourd'hui? J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie que l'IA prenne de plus en plus de place. Modérément, OK. OK. Bon, à l'évidence, tout le monde commence à intégrer l'IA dans son quotidien de façon modérée et voilà, il y a très peu de personnes qui n'ont pas de contact avec l'IA, donc ça paraît assez logique. OK, merci beaucoup pour vos réponses. Alors je vous propose d'avancer avec Anthony, si tu peux nous dire quelques mots sur Verbaudet, à la fois sur Mhm. la marque, les grands chiffres de référence. Et effectivement, alors vous donnez quelques chiffres sur Verbaudet, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, j'espère. Verbaudet, donc on se définit comme le leader digital du monde de l'enfant. Donc quelques chiffres un petit peu, un peu plus de 100 millions de visites par an sur nos différents sites dans le groupe. Verbaudet, c'est une marque présente en France, mais aussi à l'international, donc essentiellement en Europe, UK, Ibérique, Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche.
On a un peu plus de 80 magasins en France, donc on est quand même un peu plus proche du modèle pure player, mais on a quand même une partie de nos magasins en France. Ce qu'il faut savoir, je parle de pure player, c'est quand même un peu plus de 85% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est fait sur le digital. Et encore plus que ça, c'est que 85% de ce chiffre digital, il est fait aujourd'hui sur mobile, donc beaucoup d'expérimentation sur le mobile. Et en termes de volume, effectivement, un peu plus de 20 millions d'articles vendus par an, donc ça commence à faire pas mal de choses à tester. Ouais, super, merci Anthony. Ça permet à chacun de se situer par rapport au dynamisme de l'e-commerce de Verbaudet. Maintenant, je pense que c'est important aussi qu'on comprenne bien les enjeux stratégiques pour 2025. Quels sont vos points de focus d'un De point de vue focus stratégique? et d'accélération, ouais. Mm. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Je rentre du one-to-one de Monaco il y a encore pas quelques semaines et Mm. ça faisait aussi écho. Certains d'entre vous y étaient peut-être. Le trafic, on sait que ça reste le nerf de la guerre. Le trafic reste la priorité. Le trafic coûte de plus en plus cher. Donc aujourd'hui, il faut travailler son trafic de manière plus intelligente, plus héroïste et voilà, et s'assurer que ce qu'on ramène soit de bonne qualité et convertissent bien. Le deuxième, qui est assez évident, mais c'est de continuer de booster notre panier moyen. Donc cette année, on s'est fixé un objectif d'ajouter un produit supplémentaire dans le panier des clients. Ça serait un vrai plus pour nous. Forcément, booster les commandes. Donc rajouter une commande par client et par an, c'est aussi un de nos objectifs pour 2025. Et il y a maintenant un petit peu plus de 2 mois, en 3 mois même, on a lancé notre nouveau programme de fidélité début février. Donc maintenant, il faut effectivement accélérer sur la fidélisation, renforcer l'engagement des clients au travers de ce nouveau club Verbaudet. Et Anthony, j'ai une question aussi d'un participant, Al, qui nous demande le pourcentage d'utilisation mobile desktop. Tu Bah, l'as en tête? c'est ce que je disais tout à l'heure. On est en 80-85% sur du mobile. Alors, je regroupe mobile et tablette dedans, mais la tablette, Mm. c'est tout petit. Et voilà, un 15-20% sur desk. Donc, on est vraiment sur un gros enjeu sur le mobile. Ok, super. Et du coup, voilà, l'IA ça s'invite un peu dans tous nos univers. Hein. Nous, dans le SaaS, ça s'invite, chez les commerçants également. La réalité de l'IA, concrètement, chez Verbaudet, est-ce que tu peux nous en dire plus, l'état aujourd'hui? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a formé quasiment l'intégralité des collaborateurs à l'IA chez Verbaudet. L'idée, c'est de ne pas rater le coche, que tout le monde prenne la sensibilité à l'IA par rapport à son métier, et puis qu'on puisse éventuellement anticiper les évolutions pour chaque métier dans l'entreprise. Et du coup, forcément, avec un gros focus sur le domaine e-commerce et IT, parce que c'est forcément là où il y en avait pas mal à attendre. Mais voilà, d'autres services, peu importe la compta, etc., aussi, on en bénéficiait. Du coup, ici, on vous propose 3 exemples autour de l'IA qu'on travaille, qu'on continue de travailler. La première, c'était autour du visuel produit. Donc là, on vous a mis un visuel exemple. Ne cherchez pas cet article chez Verbaudet, c'est un Mhm. visuel d'exemple. Qu'est-ce qu'on travaille autour de ça? On a généré plusieurs choses. On a travaillé sur la création de mannequins. On a travaillé sur la création de décors. Et de plus en plus, on essaye maintenant d'appliquer des produits sur des mannequins, donc réels ou générés par l'IA. Le tout mis dans des décors réels ou générés par l'IA pour essayer de tout ce qu'on peut faire autour de la photo. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait avec l'IA. Bon, vous voyez, hein, ça évolue quand même assez vite. Hein. On a vu encore pas mal d'évolutions ces dernières semaines autour de ChatGPT. Donc tout ça se construit au fur et à mesure. Le deuxième, c'est la génération de texte, donc autour de la description produit. Description produit, c'est quand même quelque chose qui est assez chronophage, mais qui reste important chez nos clients. On avait réalisé d'ailleurs pas mal de tests pour voir si, avec ou sans, on perdait de la conversion. Et effectivement, on a quand même des gens qui
cherchent cette description produit. Donc, on continue de la travailler. La génération de texte, aujourd'hui, c'est quand même ce qui marche le mieux avec les différents outils d'IA. Voilà, aujourd'hui, on continue de travailler entre les données techniques qu'on a sur nos produits, les données plus génériques pour essayer d'aller générer le maximum de texte par IA et aussi de travailler la traduction. Comme je vous disais tout à l'heure, on est présent dans différentes filiales en Europe et aujourd'hui, la traduction, elle a forcément un coût. Donc, de la générer en IA et puis aussi de travailler un wording et puis voilà, un tone of voice un peu différent en fonction des pays, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, on fait une traduction un peu plus bête et méchante, même si c'est fait avec des agences. Donc voilà, demain, on va continuer d'aller plus loin autour de cette génération. Et le troisième point, c'est peut-être un peu plus en teasing de tout ce qu'on va vous parler après. Effectivement, on travaille énormément l'expérience client et la promotion autour de l'IA. Mais je vais pas trop en dire maintenant, parce que c'est le but de tous nos points d'après. C'est l'objectif, donc ça va être bien l'objet de notre conversation aujourd'hui, comment l'IA s'invite dans l'optimisation de l'expérience, de l'interface et l'optimisation notamment promotionnelle. On va voir ça tout de suite. Mais avant de vous expliquer un petit peu plus profondément comment l'IA intervient dans l'optimisation de l'expérience, je t'invite, Anthony, à détailler un petit peu aussi ton écosystème. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Verbaudet au service de l'expérimentation? Quelle est ta stack, ton expérience? Alors, au niveau stack, alors je pense que vous avez, c'est la chasse au logo. Ça fait un peu plus de 6 ans qu'on fait de l'expérimentation chez Verbaudet. Donc, on a mis des outils un petit peu au fur et à mesure. Le plus historique chez nous, c'est Adobe Analytics qui nous permet de faire le suivi de la WebA. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu la base pour tout le monde, forcément. Le deuxième point, c'est Cameleon. J'essaie de faire parole avec qui on travaille maintenant depuis un bon moment aussi. Sur toute la partie expérimentation A/B testing. Pour aller plus loin sur l'analyse, on travaille avec Content Square pour toute la partie analyse de parcours client, on d'aller plus loin là-dessus. Une troisième et quatrième plutôt brique, c'était notre data warehouse, donc qui est Snowflake, si certains connaissent cet outil. Et le cinquième, c'est celui qui nous fait paraître travailler le merchandising, donc que ce soit le moteur de recherche, la reco produit, le ranking et bien d'autres. Donc on travaille avec Algolia. Et donc le but, c'est de faire effectivement un peu travailler tous ces outils main dans la main pour en tirer le maximum de données pour nos expérimentations. Et ça fait un peu plus de 3 ans aussi que vous utilisez déjà l'IA. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est nouveau de cette année. Vous avez été parmi les premiers à utiliser l'IA dans l'expérimentation il y a plus de 3 ans maintenant. Ouais, avec Cameleon, donc on en parle un tout petit peu après, mais effectivement, quand il y a une brique, la première brique IA qui est sortie chez Cameleon, tout de suite, ça nous a fait tilt et on s'est plongé dedans. Donc, on va voir le use case tout à l'heure. Ouais. Super. Par rapport à l'organisation, peut-être pour que vous puissiez aussi... rapidement, l'objectif qu'on a depuis un bon moment maintenant, c'est d'essayer de décloisonner au maximum le métier et la technique. Voilà, l'IA aujourd'hui, ça reste un petit peu à la frontière des deux mondes, et comme beaucoup de choses sur une plateforme e-commerce, on a des attentes très métiers et très orientées clients, et on va dire plutôt contraintes côté IT, souvent plutôt de planning, de charge et puis de temps de développement nécessaire pour les différents éléments. Donc voilà, le but, c'était d'un petit peu de décloisonner tout ça pour s'assurer qu'on ait une roadmap performante et en lien avec les attentes de nos clients. Donc voilà, on travaille tous à niveau assez flat. Il n'y a pas beaucoup de couches hiérarchiques. Le but, c'est que tous les profils, donc que ce soit sur la partie data ingé, data analyst, la partie chef de projet UX, les développeurs, tout le monde soit au même niveau pour aller avoir le maximum d'informations dans un temps donné, et ne pas avoir à jongler avec les roadmaps de chaque équipe pour avancer. Merci d'avoir posé le décor. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec les leviers IA. Et voilà, simplement pour vous expliquer, on va d'abord parcourir un use case pour vous expliquer comment Verbaudet utilise un ciblage prédictif grâce à des algorithmes IA.
On va aussi voir des use cases de personnalisation en temps réel, toujours avec des algorithmes d'IA poussés par Caméléon, et aussi comment Verbaudet peut affiner sa segmentation à la fois avec Snowflake et Caméléon. On va aussi parler allocation dynamique de trafic. C'est peut-être un mot barbare pour certains. Ici, on prendra le temps de vous expliquer. Mais aujourd'hui, même les techniques d'A/B testing sont transformées et sont boostées par l'IA. Donc, ça va être l'occasion de revenir dessus. Et on va ouvrir avec un use case pour voir comment Verbaudet optimise ses performances grâce à l'IA également. Voilà. Allez, c'est parti. Premier usage, Anthony. Je te laisse la main pour expliquer comment tu as boosté la stratégie promotionnelle grâce à l'IA. Tout à fait. Alors, on vous a mis un petit exemple qui date de Noël. Donc, en fait, le focus et le blog dont on va vous parler ici, c'est le petit blog que vous voyez, c'est votre jour de chance. L'objectif de tout ça, en fait, c'était de travailler comment on allait distribuer la bonne promo à la bonne personne selon leur probabilité de conversion, le tout avec un maximum de temps réel. Aujourd'hui, on fait beaucoup de promotions chez Verbaudet, on a distribué énormément. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on en distribue peut-être un peu trop, que certains, finalement, profitent de cette promotion, mais aussi que finalement, peut-être sans cette promotion, on aurait quand même pu aller déclencher un achat. Donc voilà, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied que de continuer à pousser cette promotion. Et puis il y a certains clients où on se dit, tiens, peut-être qu'ils seraient prêts à acheter, mais il leur manque pas grand-chose. Donc c'est ces gens-là qu'on va aller chercher. Et puis le dernier point, on parlait un petit peu d'expérience client. C'est aussi très important pour nous de proposer l'expérience la plus fluide sur le site. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, on a 85% des clients qui nous visitent sur mobile. Vous savez, on a tous vécu les expériences avec des pop-ins dans tous les sens. C'est assez frustrant et compliqué. Donc, on veut éviter de pousser des choses à des clients qui ne seraient pas intéressés, peut-être qu'ils sont sur des parcours découvertes ou des choses comme ça, et d'aller vraiment solliciter l'engagement du bon client avec le bon message. Et vous allez me dire comment on a fait ça. Alors du coup, en fait, on travaille avec Caméléon depuis un peu 3 ans sur l'IA, et on a fait tourner l'IA de Caméléon maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Donc en fait, ce module vient scanner, analyser le site pendant plusieurs semaines. Alors pour nous, ça a été à peu près 4 semaines, un bon mois chez Verbaudet. En fonction du trafic de chacun, forcément, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je pense que 4 semaines, c'est une bonne moyenne. En fait, l'algorithme va regarder un petit peu quel est le parcours des clients, comment les gens naviguent sur le site, qu'est-ce qu'ils ajoutent au panier, quelles sont les conversions, quels sont les produits, les parcours de navigation qui fonctionnent bien. Et voilà, se faire un petit peu une idée des différents clients, de la manière dont le site est utilisé pour voilà, en apprendre le maximum sur nos clients. Donc après cette première phase d'apprentissage. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc du coup, en fait, l'IA vient générer différentes audiences avec différents scores d'appétence. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc on a des clients aujourd'hui qu'on sait appétents, qui vont acheter de toute façon parce qu'ils viennent, ils ont un besoin ou quelque chose comme ça. En vrac, voilà, vous êtes une maman d'un bébé et vous venez chercher des bodys, etc. On sait que c'est des besoins. Voilà, les gens ne sont pas là pour aller comparer des bodys, ils viennent vraiment pour faire des achats un peu de première nécessité. Donc voilà, ceux-là, on sait qu'ils vont être appétents. On a des gens qui sont indécis. Alors après, on a des parcours qui sont plus ou moins longs selon les produits. Forcément, sur du prêt-à-porter, c'est peut-être plus rapide que quand vous venez acheter une chambre à coucher, par exemple, où l'achat est un peu plus engageant. Et puis, on a des gens aussi qui sont forcément pas très intéressés, qui sont venus là parce que peut-être qu'ils sont tombés sur une pub Google chez nous ou sur les réseaux sociaux, et qui viennent un peu par opportunisme, mais
peut-être que par rapport à leur parcours de navigation, on sent qu'ils vont pas acheter ou peut-être pas acheter aujourd'hui. Donc voilà, on vient créer toutes ces audiences pour les avoir à disposition. Alors, je pense que si tu passes à la slide d'après, on va aller chercher avec cette IA prédictive de justifier quel est l'apport d'aller targeter le bon client via IA. Pour faire ça, comment on réalise? On a fait un test, donc avec à chaque fois un tiers de trafic. Donc on a exposé un tiers de notre trafic à rien du tout, pas de code promo. Donc voilà, ils arrivent sur le site, ils voient le site normal, pas le petit bloc que vous voyez tout à l'heure, c'est votre jour de chance. Et puis on va aller après analyser ce qui se passe. On a une deuxième partie de la cible sur laquelle on va communiquer à tout le monde. Donc 100% de cette cible, enfin 100% de ces 33% vont aller voir le code promo sans aucune utilisation de l'IA targeting. Donc que vous soyez hésitant, que vous soyez sûr de venir acheter ou pas du tout, on vous pousse le code promo. L'idée, c'est de voir si effectivement les gens viennent simplement pour voir la promo et qu'il y a un vrai intérêt, ou finalement peut-être que c'est pas la meilleure solution. Je spoil un petit peu. Et les 33 autres pourcents du trafic, donc ceux-là, on vient vraiment les travailler avec l'audience IA. Donc on vient cibler les gens qui ont un profil indécis, c'est ce qui nous intéresse principalement, et de se dire, voilà, sur ces profils qu'on a identifiés indécis avec l'IA, pousse-leur le code promo. Donc avec ça, on va avoir vraiment un panel d'analyses qui vont nous permettre d'aller chercher le bon résultat. Du coup, voilà. Alors, effectivement, donc on se rend compte que sur les visiteurs désintéressés à qui on ne propose pas de code promo, bah, finalement, eux vivent une expérience plutôt optimisée. Chez nous, on a ce qu'on appelle un bar web, donc qui vient mesurer toutes les semaines le degré de satisfaction des clients. Et effectivement, régulièrement, quand on est par moments un peu plus agressif avec des pop-ins, des offres, des choses comme ça, on se rend compte que c'est quand même un irritant assez flagrant pour les clients en disant ah, moi j'étais perdu, je savais pas, il y avait des choses à cliquer partout. Donc il y a des vrais impacts UX à pousser tout ça. Sur les visiteurs, je prends l'extrême opposé. Sur les visiteurs appétents, sur lesquels on n'a pas poussé de code promo non plus, un vrai intérêt plutôt pour nous, aussi bon, pour leur expérience, mais essentiellement pour nous, parce que finalement, aller pousser de la promotion à un client qui aurait déjà acheté, bah, finalement, c'est réduire notre marge et autant la préserver. Et enfin, du coup, le plus intéressant, donc, c'était le ciblage de ces visiteurs hésitants qu'on a été chercher avec l'IA prédictive et d'aller voir effectivement quel gain de conversion on a fait là-dessus. Donc, par rapport à notre taux de conversion moyen chez Verbaudet, on a quand même plus de 6 points de conversion supplémentaires sur ces visiteurs-là. Donc, c'est quand même sans commune mesure. Voilà, c'est quelque chose qui tourne maintenant depuis plus de 3 ans chez nous, qu'on n'a jamais spécialement enlevé, revu ou remis en question parce que ça marche bien et ça continue de bien fonctionner. Donc voilà, ce ciblage sur les gens hésitants, c'est vraiment une grosse plus-value pour aller convaincre du client de faire leur acte d'achat. Merci Anthony. J'ai pas mal de questions du coup qui tombent. Genre, on va répondre à la première de Laetitia. Comment identifiez-vous un client indécis? Ah, c'est une bonne question. Il y a plein de choses, hein, comme toujours. On est aussi sur des algos d'IA, donc on n'a pas toute la réponse derrière. Mais du coup, sur l'indécis, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Déjà, les catégories produits. On sait qu'il y a des catégories produits qui sont plus facilement, où d'aller faire un achat, c'est plus compliqué. Voilà, je parlais des chambres tout à l'heure. Ça peut être une poussette ou des choses comme ça. Les gens ont besoin de comparer. On a aussi des clients quand on sait que c'est leur premier enfant. Alors, on en reparle un petit peu tout à l'heure par rapport aux cibles, mais voilà, on a des gens, quand c'est la première fois qu'ils ont un enfant, il y a plein de choses où ils ont besoin de découvrir, de comprendre les produits, de voir un peu qu'est-ce qui est intéressant de payer plus cher ou pas. Donc là-dessus, on a aussi des indices par catégorie de produits. En fonction du parcours de navigation aussi, les gens qui sont dans une catégorie produit et font des allers-retours, page liste, fiche produit, page liste, fiche produit, page liste, fiche produit, sans rien ajouter au panier, par exemple, peut-être que ceux-là, ils hésitent, ils comparent les prix. Des gens qui ont des paniers assez riches et puis finalement, ils avancent, ils vont peut-être un petit peu dans le début du check-out et puis finalement, on sent qu'ils en restent là. Voilà, il y a plein de choses un petit peu cumulées comme ça qui nous permettent d'aller cibler. C'est l'ensemble en fait de ces critères de comportement. De ces indicateurs,
des curseurs chauds qui viennent nourrir l'algorithme. Et en fait, l'algorithme va identifier des cohérences de comportement entre ces personnes qui semblent hésiter, être pas prêts tout à fait à acheter, pas non plus prêts à renoncer, qui passent du temps, par exemple. J'imagine que le temps passé aussi sur bien le sûr. site rentre en compte. Donc, tous ces critères sont analysés dans les algorithmes. Et c'est bien cet algorithme qui, en temps réel, c'est bien du temps réel, hein, c'est ça qui fait la spécificité. En temps réel, va dire, OK, là, à l'évidence, cette personne a un comportement indécis. Poussons-lui ce code promo de moins 10% qui va le faire passer à l'achat. Voilà. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on travaille aussi bien les clients logués que non logués. Souvent, on se dit, bah ouais, moi j'ai de la data sur mes clients, mais non logués, forcément, on est moins fort. Alors que là, du coup, on analyse vraiment du parcours client et on est capable de le faire sur l'entièreté de la population du site. J'ai d'autres questions. Une question de Lucille sur la data. Est-ce que Chameleon est nourri par la data d'Adobe et de Content Square? Alors, nous, on sait plutôt, j'en reparlerai un tout petit peu après, c'est plutôt Snowflake qui vient se nourrir de ça. Après, du coup, Chameleon n'est pas nourri en direct de ces données-là, mais c'est plutôt nous qui l'analysons pour aller créer nos segments, nos cibles aussi chez Chameleon. Ouais, C'est plutôt Snowflake. on va parler des intégrations justement CRM et comment ça vient aussi impacter l'activation des cas d'usage dans Chameleon. J'en profite, hein, j'écope un certain nombre de questions. Après, il faudra qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui, j'avais cette question de Baptiste sur la détection des audiences. Comment la donnée est réconciliée entre desktop, mobile, app avec l'acceptation des cookies? Alors, forcément, l'acceptation des cookies, vous doutez bien que de tout on se parle. Tout à l'heure, je parlais de 100% de l'audience. Forcément, on est soumis au consentement pour toutes ces choses-là qu'on vient collecter. Donc là-dessus, effectivement, si vous n'avez pas donné de consentement, vous passerez un petit peu sous les radars. Après, la réconciliation desktop, mobile, alors app, on n'a pas d'application chez nous. On est 100% sur du site responsive, donc il n'y a pas de sujet sur l'app. Après, sur la réconciliation, j'ai envie de dire ça dépend. Sur les clients qui sont non connectés, effectivement, à date, on n'a pas de solution, mais ça fait partie des choses qu'on voudrait travailler. Maintenant, sur les clients connectés, on a déjà plus d'infos, parce qu'effectivement, on sait reconstruire un panier, un parcours entre les différents clients à partir du moment où il est connecté. J'avance. Désolée pour ceux à qui on ne peut pas répondre, mais j'ai peur qu'on n'arrive même pas à vous dire tout ce qu'on a à vous dire. Je pense qu'on fera aussi... oui, non, t'en fais pas. Mais simplement, on répondra à vos questions aussi après le webinar. On fera un petit wrap-up. Il faut que tu... Ok, voilà. Non, comment je sors? Voilà, c'est bon. Ok, on passe à un autre usage de l'IA qui s'applique pas simplement à Chameleon, mais aussi à Snowflake, votre CRM. Donc, tu vas nous expliquer ça. Mais d'abord, parle-nous des personas de Verbaudet. Tout à fait. Vous nous expliquer un petit peu comment tout ça est fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des personas. Donc les personnages chez nous, ils sont au nombre de 7 et ils sont vraiment travaillés sur toute la partie e-commerce. Donc c'est de se dire, c'est pas quelque chose qui est propre au web. On anime les mêmes personas en data, donc aussi en marketing, sur tous les canaux, on travaille sous cet angle des 7 personas. Rapidement, mais vous les voyez autant que moi, j'espère que vous n'avez pas marre du style Gatsby de ChatGPT. La première, donc c'est la future maman primipare, donc la maman qui est enceinte pour la première fois. Le deuxième, c'est la multipare, donc la maman qui est enceinte pour la deuxième ou plus fois. On a tous les parents d'enfants ou d'ados, donc qui est notre grosse cible principale. On a les grands-parents, donc qui viennent faire un petit peu des achats un peu plus cadeaux, ou parfois aussi un peu plus engageants, parce que souvent on se rend compte que les pouvoirs d'achat sont un peu différents en fonction des personnes. On a les parents de bébés uniquement. Alors, des fois, on vient cibler les futures mamans et les parents de bébés ensemble. Mais voilà, on a un personnage dédié uniquement aux personnes qui ont des bébés, donc essentiellement la première année de l'enfant. On a les gens qui viennent pour faire des cadeaux. Donc voilà, les gens qui viennent acheter un cadeau de naissance, par exemple. Et puis derrière, on a un petit peu le dernier personnage qui sont pour tous ceux qu'on n'a pas mis dans les 6 premiers.
Alors, comment on construit un petit peu ça et ça va rejoindre avec la Ouais. question. Surtout comment on va aller de ces personas, qui sont des personas que vous classez, bon, pas à la mano bien sûr avec vos critères, mais comment on va de ces segments qui sont assez, même s'il y en a beaucoup, qui sont assez bruts, vers quelque chose d'encore plus fin. Je te laisse nous expliquer votre astuce et ce que vous avez mis en place notamment avec Snowflake. Ça marche. Peut-être, tu peux Vas-y. rappeler, je ne sais pas ce que c'est une data warehouse pour certains. Je ne veux. En deux mots, je ne sais pas si je change warehouse par data lake, ça va Ouais. changer beaucoup de choses. Grosso modo, voilà, on avait parlé, je pense, il y a maintenant, c'était il y a 2-3 ans. On a une grosse base de données. Je vais simplifier ça à l'extrême. Le but, c'est d'avoir un maximum de données sur nos clients. Donc voilà, on a cette data warehouse, donc c'est un ensemble de données qu'on a brutes, des fois associées à des clients, avec plein d'autres choses. Mais voilà, parce qu'un data warehouse, c'est vraiment une ferme de données. Donc voilà, et du coup, c'est Snowflake qui nous permet de ranger ça proprement et d'y accéder facilement à toutes ces données, parce que forcément, elles sont hyper variées, de sources différentes, etc. C'est un peu la single source of truth de votre. Ouais, c'est ça. On parlait tout à l'heure de réconciliation. Le but, c'est de se dire, voilà, on a un seul endroit où on vient chercher une donnée réconciliée et puis pas forcément dans 50 outils. Alors, Je pense, voilà, rapidement, vous les avez sous les yeux. Donc, on vient chercher des données plutôt chaudes, donc sur du comportement, sur ce qui se passe en temps réel sur le site, les pages qui sont vues, d'où vient le client, de la météo, le device, etc., la provenance. Donc, souvent, la source de trafic vient d'un email, il vient d'un Google Ads ou quelque chose comme ça, par exemple. Et puis, on vient réconcilier ça avec tout un lot de données froides qu'on connaît déjà sur les clients, parce qu'il nous a renseigné, par exemple, son profil sur la base client. Et puis, on achète aussi un petit peu de données. On fait comme tout le monde de l'achat, location de base. On va chercher des données aussi sur des bases un peu publiques, comme des bases INSEE. Et on vient déverser toutes ces données dans notre data warehouse. Ensuite, du coup, toujours dans Snowflake, c'est un petit peu là que la magie opère et qu'on vient travailler avec beaucoup d'IA. Donc, en fait, on a toute une équipe de data ingénieurs chez Verbaudet qui viennent travailler vraiment des algos sur mesure pour se dire, voilà, comment on va exploiter toute cette manne de données, qu'est-ce qu'il faut essayer d'aller comprendre un peu par rapport à tout ça. Et par rapport à ça, on a retenu ici donc quatre éléments principaux. Forcément, c'est juste un aperçu de tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, on va utiliser ces algorithmes donc, pour aller classer les gens dans les différents, dans les 7 personas dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on va aussi attribuer différents scores à chaque client. Donc, on a un score qui est sur la sensibilité à la promo. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment la promo qui va l'intéresser, ou est-ce qu'on a des clients qui sont plus intéressés par la nouveauté, le côté nouvelle collection, le côté très mode, et finalement, la promo, ça les intéresse pas ou peu, c'est pas forcément le déclencheur de l'achat. On va analyser aussi le churn possible de la cliente. Donc, c'est-à-dire, tiens, c'est une cliente qu'on n'a pas vue depuis un moment, à qui on a adressé beaucoup de mails, beaucoup de relances. Peut-être qu'on est monté crescendo aussi sur de l'opération marketing, sur de l'offre avec elle. Et quand on commence à voir que même avec notre meilleure offre, elle ne revient pas, on se dit, tiens, si elle se connecte à un moment donné, il va falloir vraiment être bon, parce que le risque de la perdre, il est très fort, ou peut-être parce que ses enfants ont grandi, ou plein de choses comme ça. Et le dernier, une segmentation RFM qui doit parler aux plus marketeux d'entre vous sur la récence, la fréquence et la valeur d'un client. Voilà. On vient calculer tout ça avec des algos en IA dans Snowflake. Et donc, de fait, on arrive à avoir des profils affinés dans les personas eux-mêmes, ou parmi les mamans, les mamans qui ont leur premier enfant, ou les parents qui achètent ensemble un article, on sait s'ils sont sensibles à tel et tel élément. Tout est unifié, clairement. Et tout ça évolue aussi en fonction du temps, hein, forcément. Ça vient, on reste pas future maman toute sa vie. Donc derrière, on a, alors, je crois, de mémoire, on a été les premiers à le faire avec Chameleon. Donc on a connecté Chameleon avec notre Snowflake. L'idée, c'est d'aller récupérer ces données-là et de les connecter, les synchroniser avec Chameleon, pour nous les mettre à disposition pour aller créer toutes les expériences, tous les A/B tests qu'on avait. Donc, c'est vraiment Chameleon qui fait le pont entre notre data brute qui a été réconciliée par l'IA et ce qu'on va en faire en vrai sur le site et pour les parcours clients.
Alors, juste après, on a un exemple. J'accélère un peu parce que je vois que le temps file. Par exemple, ce qu'on fait avec les personas, donc on utilise les personas pour la personnalisation de la HP. Donc on va avoir régulièrement, si vous allez le voir en fonction de votre site, vous verrez, on a une HP qui est plutôt l'original, la version pour tous, donc les gens qui sont no logués ou pas dans la première cible, et une deuxième qu'on vient décliner plutôt pour bébé, future maman. Souvent on prend les deux. L'idée du coup, c'est d'adapter cette homepage en fonction des besoins du client. Voilà, en ce moment, on est en mode printemps avec plutôt des tenues de cérémonie, etc. pour les kids, et on a des opérations plutôt bébés. Donc, on vient travailler le visuel et le message en fonction de la personne. Alors, sur cet exemple-là, on ne l'a pas, mais on vient aussi souvent personnaliser la recommandation produit qu'on affiche selon qu'on soit dans un segment ou l'autre. L'idée, très rapidement, c'est de se dire, voilà, par exemple, quand vous êtes en période de rentrée des classes et que vous êtes future maman, bah, qu'on vous propose moins X% sur les pantalons ou sur les bureaux pour votre enfant, c'est pas forcément ce qui vous intéresse et ce que vous allez chercher en ce moment. Donc, voilà, c'est le but d'afficher la bonne promo et le bon message selon les cibles. Donc, voilà, on fait ça sur la base des données qu'on récupère des clients dans Snowflake. Est-ce que vous avez des questions sur ce use case de personnalisation en particulier? On a d'autres questions qu'on traitera à la fin qui n'ont pas forcément attrait directement à ce use case, mais n'hésitez pas. Alors, on va aller assez vite parce que je crois que ça va. Ouais, let's go pour le troisième use case. Ouais, celui-ci, il a trait davantage aux techniques d'A/B testing elles-mêmes. C'est ça. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter comment on pouvait améliorer l'allocation de trafic. Donc, on a vu au tout début qu'il y a des gens qui sont plus matures que d'autres sur l'utilisation, enfin sur la réalisation de tests et d'A/B tests. Donc, on a la version un petit peu historique, donc d'A/B testing, avec une variation fixe. Voilà, on a 30%, enfin 33, 33, 33. Et puis, chaque lot de clients voit une variation. Et puis, du début à la fin de l'A/B test, chacun reste dans sa variation. Ça, c'est la version un petit peu basique. Un peu plus intéressant, on a le multi-arm. Donc, celui-ci, le but, c'est d'aller faire de l'allocation un petit peu plus dynamique, mais sur la variation qui fonctionne le mieux, qui performe le mieux. Donc, au fur et à mesure que le test avance, il y a forcément une des trois variations qui performe le mieux. Donc, plus une variation performe, plus on vient lui allouer du trafic. Et l'objectif à la fin, c'est qu'il en reste qu'un et puis de sortir un gagnant. Ça, c'est intéressant, mais finalement, c'est un petit peu plus déjà à l'ancienne par rapport à tout ce qu'on peut faire maintenant. Et donc aujourd'hui, on vient travailler tout ça en IA. Et l'idée, c'est forcément de continuer de faire de l'allocation dynamique en fonction des cibles, mais pas d'aller forcément chercher un client gagnant. On va faire des déploiements un petit peu progressifs. Et en fait, l'algorithme va aller chercher la meilleure proposition aussi par rapport au client, à sa manière de visiter. Donc, tout ce dont on vous parle tout à l'heure, les clients, ils ont des parcours d'achat différents. On reçoit des données différentes, donc on va aller proposer la meilleure expérience des trois en fonction de la cible et de la personne qui est sur le site. Le but, c'est pas forcément de sortir un gagnant, mais d'aller encore une fois donner le meilleur A/B test au meilleur client. Et cela se fait en temps réel. On n'a pas besoin d'attendre 3 semaines pour voir si son A/B test performe sur telle ou telle variation. On est capable d'allouer la bonne variation en temps réel au visiteur qui a le comportement adapté pour cette variation. Donc, ça change complètement l'approche de l'A/B testing traditionnelle. Et ça accélère aussi, ça permet de fournir la meilleure version aux personnes qui visitent le site. Et donc, ça améliore en temps réel l'expérience pour les visiteurs. Alors, je regarde s'il y a des questions liées à ça. Je regarde aussi. C'est multivarié, multi-arm bandit, c'est la même chose. C'est deux termes qui disent la même chose pour Baptiste, qui me pose cette question-là. Voilà. Effectivement, c'est deux acronymes identiques, un en anglais, un en français. Ok. Let's go. Allez, on avance sur. On pourra prendre des questions. Oui, alors c'est vrai. Tu veux préciser avec ce use case, Anthony?
Oui, oui, bah, rapidement, du coup, on l'avait, je parlais tout à l'heure Mm. du module, c'est votre jour de chance. Donc, on a aussi bien testé avec cette allocation de trafic. Donc, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la vraie vie. Donc, pour tester ça de manière assez fine, on a passé, nous, 5 mois de tests. Donc, on a beaucoup affiné pour trouver la meilleure version. Mais bon, vous voyez, on a quand même testé un peu plus de 2,4 millions de visites. Donc, forcément, ça prend toujours un petit peu de temps d'aller trouver le bon message pour les bonnes personnes. Maintenant, bah, voilà, tout à l'heure, je parlais du gain en points. Donc, on est quand même sur un très, très bon taux de conversion sur ce genre de test. Hein. Donc, grâce au prédictif, hein, de les dire comme d'afficher la bonne version à la bonne personne. Et en termes de gains financiers, bah, voilà, sur ces 5 mois de test, en tout cas pour les clients qui ont été exposés, c'est un peu plus de 13 millions d'euros qui ont été gagnés. Donc, c'est une vraie plus-value d'aller tester de cette manière-là pour, bah, finalement, pour sa conversion et son chiffre. Merci, Anthony. Euh, Un autre gros coup de Vas-y. qu'il y a dans la plateforme pour le coup. Ouais, sur l'analyse rapidement, donc Cameloon a beaucoup aussi évolué ces derniers temps et l'un des gros focus, ça a été d'accélérer l'analyse. Donc en fait, alors, je pense que j'ai passé une question tout à l'heure sur les KPI. Effectivement, par rapport à tout ce qu'on récupère entre les personas, les différentes variations, les taux de conversion, après, il y a tellement de KPI qu'on peut analyser en fonction des tests. Des fois, c'est des ajouts paniers, des clics sur tel ou tel bouton. Donc on a beaucoup de choses qui remontent en termes de KPI. Et aujourd'hui, on n'a pas non plus une armée de data analystes ou de data ingénieurs pour se pencher dans tout ça. Donc, d'avoir une surcouche IA qui va venir aussi analyser ces résultats et puis comprendre un petit peu ce qui se passe sur le test pour nous donner des recommandations ou des explications, ça, c'est une vraie plus-value. Et puis, vous avez aussi un petit peu ce chat. Vous avez la possibilité, voilà, finalement, un peu comme dans le chat GPT, d'aller poser des questions sur un test ou sur vos résultats pour aller voilà, avoir un gain d'explication, avoir presque un petit report clé en main d'analyse de votre A/B test, et ce qui permet voilà, aussi sur les profils un peu plus chargés du X, etc., d'avoir une première analyse rapide du test en cours ou finalisé. Ouais, ça permet en fait, c'est vrai aux différents talents des équipes d'accélérer leur compréhension des chiffres, des dashboards, surtout pour ceux qui ne sont pas nécessairement archi spécialisés en A/B testing et qui peuvent utiliser pour pousser des expériences, des tests sur la plateforme. Lamia pose une question. Ces tests sont possibles uniquement sur les utilisateurs connectés? Alors, ça dépend de quel test on parle. Ouais. Si vous parlez, par exemple, de ce que j'expliquais tout à l'heure sur la personnalisation de la homepage, effectivement, on le fait que sur les utilisateurs connectés. Donc, ça, là-dessus, forcément. Après, sur le module dont je vous parlais tout à l'heure, c'est votre jour de chance. Celui-là, il est 100% IA. Donc, c'est vraiment de l'analyse de parcours temps réel qui vient définir. Donc, c'est vraiment au cas par cas. J'en profite pour aussi prendre la question de Maud sur les KPI de mesure de performance sur les use cases. Oui, forcément. Forcément, le but, c'est de monitorer tout ça, voir ce qui performe le mieux. Par exemple, juste pour vous donner un exemple sur les homepages, parce que il y a peut-être des gens qui se sont posés la question en disant finalement, ils ont 7 personas, pourquoi ils font 2 HP? Voilà, on s'est aussi concentré. On a plein de choses à refaire, il y a plein de choses qui sont possibles. Il ne faut pas non plus vouloir trop s'éparpiller. Donc voilà, on a choisi le bébé et la future maman parce qu'il y a une vraie opportunité de prise de parole différente. Maintenant, aller construire une homepage régulièrement pour les acheteurs cadeaux qui sont voilà, des parcours un peu plus particuliers et pas forcément connectés non plus, ça n'avait pas forcément d'intérêt. Donc voilà, forcément, ça, on le fait sur la base des KPI qu'on a sur nos différents personas et parcours. Super. Hop. J'essaie de présenter rapidement le cinquième pour qu'on puisse prendre éventuellement quelques questions à la fin. Un dernier use case basé sur l'IA. Alors celui-là, le cherchez pas, il est pas en prod. C'est plutôt quelque chose à laquelle on réfléchit. C'est de travailler la recommandation produit. Donc vous savez, tout à l'heure, je vous parlais d'ajouter un produit supplémentaire dans le panier. Le but de celui-ci, c'est d'y répondre. Donc l'idée, c'est d'optimiser en fait la reco produit et encore une fois, d'aller pousser le bon produit
à la bonne personne dans le panier. Donc là, je vous ai fait un exemple. Il y a un pyjama, un t-shirt, un matelas. Et on sait qu'aujourd'hui, l'un de nos produits qu'on vend le mieux, surtout quand on vend un matelas, c'est le protège-matelas. Parce que voilà, quitte à acheter un matelas, on n'est plus à quelques euros près pour le protéger et puis s'assurer qu'il reste en bon état. Donc le but de tout ça, c'est que l'IA vienne analyser le panier du client. Sur le panier du client, on trouve le produit avec le plus de potentiel de conversion sur un produit complémentaire. Donc dans le lot ici, on aurait pu pousser, je ne sais pas, une casquette, une paire de chaussures avec un t-shirt, etc. Mais il y aurait certainement eu moins d'intérêt qu'un protège-matelas sur un matelas. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les paniers de nos clients, de faire digérer ça par l'IA et d'aller donner aux clients la meilleure recommandation produit sur le meilleur produit du panier. Donc ça va permettre là-dessus, ça va permettre aussi de créer des looks, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de looks complets avec le haut, le bas par exemple, et d'aller proposer quelqu'un qui aurait qu'un t-shirt, de dire tiens, peut-être que tu peux acheter ce pantalon qui va avec parce que c'est le look où souvent les gens achètent régulièrement ce produit. En tout cas, de donner un petit peu toutes les possibilités à l'IA et à lui d'identifier ce qui a le plus de chances de convertir pour encore une fois améliorer aussi l'expérience client sur ce panier, de ne pas l'inonder de recommandations produits. Très bien. Je crois qu'on arrive à la fin des use cases. Juste encore un petit mot et après, on prendra les minutes qui nous restent pour répondre aux nombreuses questions qui restent en suspens. Juste, je vous informe. Alors, vous allez recevoir un lien à l'instant. On a préparé, en fait, avec les équipes de Caméléon, une toolbox IA qui peuvent vous soutenir dans votre optimisation de votre programme d'expérimentation. C'est une toolbox à laquelle vous pouvez accéder via l'accès que vous avez dans le chat à présent. Et dans cette toolbox, vous trouverez des prompts, 67 prompts clés en main qui ont été testés par nos équipes produits. Ces prompts sont bien sûr après à personnaliser avec vos besoins, mais vous permettront facilement d'aller nurturer votre roadmap d'idées, vous aideront aussi à prioriser vos tests. C'est aussi l'occasion de tester, d'analyser une partie de vos data via ChatGPT. Donc, je vous invite à la télécharger si vous voulez y accéder. Vous y trouverez aussi une checklist pour construire votre propre prompt efficace et générer des réponses à l'infini sur ChatGPT. Et on a aussi répertorié l'ensemble des outils, des bibliothèques d'outils et de contenus liés à l'expérimentation IA, tout ce qui s'écrit de mieux sur la place de l'expérimentation et que nous nurturons jour après jour dans cette toolbox. Voilà. C'était la dernière chose que je voulais vous dire. Maintenant, je vous propose de répondre encore à quelques questions. C'était assez varié. Je vous en prie pour la toolbox, avec plaisir. C'est pour ça, c'est pour vous, cadeau. Alors, je prends les questions comme elles viennent. Guillaume, avez-vous pensé à créer automatiquement des paniers via IA, dans la même veine que votre recommandation panier? Du coup, j'aurais voulu avoir plus de précision sur créer automatiquement des paniers via IA. C'est-à-dire tout de suite nurturer. Moi, je comprends dans la question que tout de suite mettre des paniers des articles dans le panier. Ouais, c'est un peu bon. En termes d'expérience. Guillaume, si vous précisez votre question, on pourra y répondre. Alors, Carole, je remets la question, mais je pense qu'on en a effectivement déjà bien parlé. Comment qualifiez-vous votre base de données, Ultimar, Primipar notamment? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. On a utilisé plein d'infos. Par exemple, sur la partie Future Maman, on utilise aussi de l'achat-location de base, et puis on utilise aussi notre formulaire. Donc sur la partie espace client, vous pouvez renseigner que vous êtes enceinte, vous pouvez renseigner vos enfants, etc. Donc en fait, il y a une partie de déclaratif là-dessus. Et puis sur ceux où on n'a pas de déclaratif, on utilise aussi beaucoup le parcours de navigation. Alors forcément, c'est un peu plus complexe quand on a des gens qui ont un bébé et un ado, par exemple. Maintenant, sur les gens qui ont que des enfants en bas âge, on voit vite les catégories qui parcourent sur le site. Donc, c'est un peu plus facile d'aller les segmenter. Super. J'ai des votes pour cette question de Baptiste à nouveau. Très actif, Baptiste, sur les questions. Comment avez-vous automatisé les codes promo et délais
entre Cameloun et l'e-commerce? Du coup, si on parle du c'est votre jour de chance, en fait, c'est on appelle ça des codes scratch. C'est des codes uniques voilà, on vient alimenter tout un lot de codes dans Caméléon une fois toutes les 2-3 semaines en fonction de la consommation. Et ces codes, ils sont vraiment à usage unique. Le but, c'est qu'ils ne se baladent pas sur Internet. Donc, une fois qu'un code a été affiché pour le client, il est utilisable pendant ce temps-là d'affichage et lié à l'identifiant du client. S'il n'est pas utilisé et que le client part, le code est cramé, il est brûlé, on ne peut plus l'utiliser. Donc voilà. Et après, c'est des créations de code chez nous au marketing dans notre ERP. Je ne sais pas si ça répond à la question. Super. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Il est 14h50. On va pouvoir clore cette superbe conférence. Merci à tous pour vos questions qui étaient effectivement très nombreuses. Merci pour votre participation active et surtout, bien sûr, merci à vous deux, Magali et Anthony. C'était hyper intéressant. Vous nous avez bien réveillés après la pause déjeuner. C'est chouette. Merci. J'espère que vous avez tous apprécié cette conférence. Si vous avez d'autres questions, j'imagine, Anthony, Magali, que vous êtes dispo sur LinkedIn ailleurs Absolument. Pour y répondre. Parfait. Pour ceux qui cherchent le lien pour Gmail, n'hésitez pas à me faire un message sur LinkedIn. Je vous donnerai un accès direct parce que je suis sympa. Trop sympa, effectivement. Super, merci Magali. Et bien écoutez, on va pouvoir prendre une pause de 10 minutes après cette première conférence de l'après-midi. Comme ça, pour les personnes dans le chat qui veulent rester, on pourrait enchaîner avec Gary Roth de chez Content Square, qui viendra parler Analytics, comme c'est marqué à l'écran, Analytics et Data dans sa conférence, donc l'IA au service de l'expérience client vers une nouvelle ère de l'analytics. En attendant, comme d'habitude, ne manquez pas l'occasion de découvrir notre offre spéciale à iScope qui doit être actuellement, si je ne me trompe pas, dans le chat, ou en tout cas qui va vite atterrir dans le chat. Et puis, encore une fois, merci à vous deux. Et si vous avez dans le chat des moindres problèmes pour rejoindre des conférences, quoi que ce soit, vous nous faites signe sur le site d'iScope. Il y a un support. Merci à tous. Merci à tous. Merci Anthony, merci à tous. Merci. Belle journée. Bonne journée. Belle journée.